Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo de la newsletter que vous allez recevoir du coup jeudi 15 septembre 2022, parce que je la tourne maintenant le jeudi 15 septembre 2022. Je mettrai en description les deux précédentes si vous voulez, si vous les voulez, parce que c'est vrai que si vous vous êtes inscrit par exemple récemment, vous n'aurez pas la deuxième ou la première newsletter, du coup je la mets, enfin je les mets en description de cette vidéo si vous voulez les regarder. Donc on avait analysé ici les assets, hein, je vous mets à chaque fois dans la watchlist les assets qui ont été analysés à peu près quand. Donc ça c'était pour juin, ça c'était pour juillet. Du coup bah là actuellement c'est pour août-septembre. Vu que j'ai eu un petit peu de retard, j'ai rassemblé les 2 mois. Les assets qu'on va analyser aujourd'hui qui sont revenus le plus, c'est Mana, GRT, VET, Casper, Theta et ICP. Donc des assets que je peux trouver assez intéressants au niveau de l'analyse technique, parce qu'il y a un historique qui est assez intéressant. Ils ont connu le cycle précédent, donc c'est aussi intéressant. On peut avoir des points de repère. Et aussi parce que bon, fondamentalement, c'est peut-être pas à mettre à la poubelle, enfin, c'est le marché qui décidera, mais bon, je pense que fondamentalement, ça peut peut-être avoir sa place au sein d'un marché crypto. Du coup, c'est pour ça que c'est assez intéressant à analyser. Je vous rappelle un petit peu les outils d'analyse que j'utilise ici dans ces newsletters. Donc, je vais souvent utiliser le prix, bien évidemment. On va utiliser le biais MA13, MA30 pour rappeler très rapidement ce que c'est. C'est un biais ici qui va essayer de nous donner une indication sur la tendance. Donc, quand le biais est vert, c'est que la tendance est haussière. Ok, donc, et quand le biais est rouge, c'est que la tendance est plutôt baissière. On a aussi d'autres éléments, donc on peut avoir le biais institutionnel qui lui est une MA9, MA18, donc c'est un biais qui est plus rapide que celui que je vous ai montré juste avant, donc en vert et rouge, et lui pareil, c'est exactement pareil, hein, il montre aussi la tendance, et pour l'instant par exemple ici sur Mana, on voit qu'on pourrait être toujours dans une tendance baissière, donc il n'y a pas le feu au lac à vouloir investir tout ce qu'on a dans le Mana maintenant. Et aussi une MA200 weekly quand c'est possible, là par exemple il n'y a pas d'historique, il y en aura une en daily probablement, mais il n'y en aura pas en weekly. Du coup, on pourra regarder en daily de temps en temps. Voilà, c'est juste un petit point de repère. J'utilise pas vraiment tout le temps. Le volume profile que j'utilise énormément, qui pour moi est un indicateur absolument savoir utiliser pour savoir investir dans les bonnes zones et savoir si vraiment quelque chose se passe ou non. Et ensuite, indicateur classique, donc plutôt ce qui va être au niveau du volume. Ici, donc volume acheteur, volume vendeur. Ça, c'est un indicateur qui a été fait par un de nos élèves dans l'école que j'utilise ici. William, qui pour moi est un indicateur très important pour savoir aussi timer ses entrées et savoir si quelque chose se passe ou non. Et MACD, qui est un indicateur de momentum que je pourrais remplacer par le RSI, par exemple, peu importe. Vous pouvez utiliser d'autres indicateurs de momentum. Moi, j'utilise MACD, mais on pourrait regarder aussi le RSI. Juste, je vous recommande de retirer tout ce qu'ils ont mis. TradingView, il y a trop de trucs. Juste, on va laisser les trucs classiques. La bande haute, enfin la borne haute, la borne basse pour savoir surachat, survente, la midline et le RSI que moi je mets en jaune vu le thème comme ça. Et voilà, pour moi le RSI, l'utilisation à en avoir, c'est plus ça que tout ce qu'ils ont ajouté récemment. Donc c'est un autre indicateur de momentum qui diverge un petit peu de MACD. Il y aura des informations des fois différentes, des fois similaires. Je dirais à 70% du temps, tout le temps similaires. Des fois ça peut diverger un petit peu entre MACD et RSI, voilà. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Moi, j'utiliserai MACD. Si MACD me donne pas d'informations, je pourrais aller jeter un petit coup d'œil au RSI. Mais là, dans ces vidéos, on se basera plutôt sur le MACD. Alors, du coup, Mana, pour commencer. Alors, est-ce que... je parlerai toujours de différents profils dans ce type d'analyse parce que ces newsletters sont faites une fois par mois. Du coup, on est plutôt dans un profil investissement et suivi de cycle et suivi de tendance. On n'est pas dans du day trading où on se dit ok pour la semaine, bon on peut faire ce genre de trade. Non, là on est vraiment aspect long terme. Et c'est pour ça qu'à la fin d'année, je pense que je referai un point sur tous les assets. Enfin sur ceux qui ont des choses intéressantes à dire, bien évidemment. Je peux pas repasser en revue tout comme ça. Mais je pourrais en reprendre quelques-uns si jamais il y a des choses intéressantes sur certains de ces assets. Et du coup, le but, oui, c'est soit on va toujours rappeler les profils, donc soit pour quelqu'un qui veut faire du DCA, donc je rappelle ce qu'est le DCA pour les plus débutants d'entre vous, c'est du dollar cost average, c'est-à-dire en fait, je vais acheter un petit peu par un petit peu toutes les semaines ou tous les mois. Comme je le dis souvent, il y a des façons intelligentes de faire du DCA. Le DCA, je trouve que c'est pas la façon la plus intelligente de le faire, par exemple, toutes les semaines, comme ça, juste à tous les jeudis j'achète, ou tous les 15 du mois j'achète. Pour moi, non, c'est pas comme ça qu'on devrait faire du DCA. Il faut savoir analyser un petit peu le marché et justement comment optimiser son DCA pour acheter les prix les plus intéressants, parce que le but du DCA, pour moi, hein, c'est clairement de avoir un prix moyen qui chute, ok, pour faire de la plus-value ensuite. Imaginons que vous avez commencé du DCA sur Mana. Si vous l'avez commencé tout là-haut, vous n'allez pas avoir un bon prix. Si vous savez optimiser votre DCA, vous savez que techniquement, vous touchez même pas au Mana tant qu'il ne revient pas au moins sous les 2,20$. Ok, là, on peut commencer du DCA. Et on commence doucement. Ok, et donc, c'est ce qui fait que vous commencez à acheter un petit peu par là, par exemple, et là, votre prix moyen d'achat, il baisse. Donc oui, votre prix moyen d'achat, il est plus haut que le prix actuel, mais ce qui est intéressant, c'est de
continuer d'acheter doucement mais sûrement, avec un bon risque, bien évidemment, on ne fait pas all-in, c'est-à-dire qu'on va dès le début prévoir combien on va investir. Par exemple, je vais investir en tout 5000 euros dans Mana, ce qui correspond à, je sais pas, par exemple 5% de mon portefeuille, si j'ai un portefeuille de 100 000 euros pour investir. Si j'ai 5000 euros, bah, je vais mettre par exemple 250 euros, etc. Toujours 5% au maximum, on essaye. Et du coup, là, je me dis, ok, bah, je vais programmer 5000 euros, bah, je vais les investir sur un an. Du coup, je vais investir environ, peut-être aller à un peu plus de 400 euros par mois. Mais je vais le faire intelligemment. Ou si je peux pas faire 400 euros par mois, parce que ce mois-ci, bah, Mana n'a pas des prix intelligents, je reporte lorsque Mana aura des prix intelligents. Mais je vais investir en plusieurs fois. Et du coup, l'objectif, c'est de diminuer le prix moyen. Et du coup, quand Mana se remet à monter, donc ça, c'est votre prix moyen d'achat, vous voyez ça comme une moyenne mobile. Donc imaginons Mana, il fait ça. Quand Mana il remonte, vous avez un prix moyen d'achat ici, bah déjà là vous êtes en bon bénéfice. Alors que le gars qui a juste fait du DCA tous les mois, il peut se retrouver par exemple avec un prix moyen d'achat ici, beaucoup plus supérieur au vôtre. Donc c'est ça le fait d'optimiser aussi son DCA. Donc ça c'est juste faire une entrée en plusieurs fois, la faire en plusieurs mois, plusieurs années, etc. etc. Et il y a ceux qui vont avoir plus mon profil, donc moi c'est plutôt basé sur du one shot, c'est quand j'ai vraiment des vraies structures, vraiment une indication que le marché se retourne, là je rentre en position et mon but c'est de capturer le mouvement haussier. Et c'est aussi ce qu'on va voir ici dans ce genre d'analyse. Alors le mana, pour faire très simple, premier outil qu'on peut utiliser, c'est le biais. Est-ce qu'il y a le feu au lac, il est en train de se retourner, etc. Pour l'instant, non. C'est pas ce qu'on est en train de nous dire le biais. Le biais est quand même encore assez écarté, donc on est encore sur un momentum donc, qui est assez baissier. Le momentum, c'est la force du mouvement. Est-ce qu'il est baissier, il est haussier? Là, il est encore assez baissier. Donc là, il n'y a pas le feu au lac. Oui, les prix sont très bons. Aussi, on va regarder au niveau du Fibonacci. Donc là, je prends mon bottom, mon top. Je vais identifier un autre ratio qui est 0,886, qui est beaucoup utilisé sur les altcoins. Généralement, les altcoins viennent à 0,886. On est parfaitement dessus. Oui, ce sont des prix excellents sur le long terme. Maintenant, un prix excellent, on peut y rester pendant très longtemps. Ça aussi, c'est une chose que les gens ont du mal à comprendre. Le marché peut garder des prix excellents pendant très longtemps. Et du coup, on peut acheter à un très bon prix, mais un an après, on est toujours à ce niveau, à ce prix-là. Et seulement 2 ou 3 ans après, le marché se remet à remonter. Et ça, c'est aussi le but de l'analyse technique. Là, actuellement, on ne nous dit pas du tout que Mana va réexploser, qu'on va retourner peut-être à 2-3 dollars. Pour l'instant, non. On nous dit juste que, ok, les prix sont intéressants, mais sans plus. Ok, en termes de localisation, c'est bien pour investir. Mais si on investit ici, il ne faut pas s'attendre à faire une plus-value monstrueuse, par exemple la semaine prochaine ou dans 3 mois. Là, le graphique nous dit qu'il y a peu de chances, actuellement, de revoir un nouvel ATH avant, par exemple, 2023, c'est quasiment impossible. Ok ? Tout ça, c'est des choses à prendre en compte lorsqu'on investit. Faut pas être pressé, faut être assez patient sur ses investissements. Ça, c'est les premières choses. Ensuite, ce qu'il faut se dire également, c'est que si je veux avoir des signes de retournement, bah pour l'instant, sur Mana, il n'y en a pas. Et que aussi, 73 centimes peut être un très bon prix. Je dis pas que ça va arriver, mais peut-être qu'on va retourner à 35 centimes. Et à ce moment-là, 35 centimes est aussi un excellent prix. C'est pour ça que si vous êtes dans une optique de DCA, faut pas se dire non, on n'ira pas plus bas que ce prix-là. De toute façon, vas-y, c'est bon, je mets tout ce que je pouvais mettre dans mon DCA maintenant. Non, du tout, soyez patient. Là, actuellement, si je faisais un DCA sur Mana, oui, je pourrais en racheter un petit peu ici. Si par exemple j'ai une moyenne de prix d'achat à 2 dollars que j'ai un peu merdé avant, bah oui, c'est intéressant d'acheter à 73 centimes parce que là, le prix moyen d'achat, il va descendre. Ça va permettre de le faire descendre. Du coup, si on se dit que Mana, son objectif, c'est par exemple 10 dollars pour. Si par exemple vous vous dites, ok, moi Mana, je pense qu'il va aller à 10 dollars dans les prochaines années, c'est l'objectif que je me fixe et je fais un investissement pour revendre mes Mana à 10. Ici, bah c'est bien évidemment intéressant de racheter à 73 pour faire baisser son prix moyen d'achat. Parce que la plus-value va être plus intéressante. Si j'ai un prix moyen à 1,40, je fais 618% de bénéfice. Alors que si j'ai un prix moyen d'achat à 2 dollars, je fais une plus-value de 420%. Donc vous voyez que 600, c'est quand même mieux que 420. 620, c'est mieux que 420, logiquement. Et du coup, ensuite, je me dis, je vais pas tout mettre maintenant, bien évidemment, ça sert à rien. Du coup, ce que je peux faire, c'est que, ok, je rachète un petit peu ici, mais je me mets en tête que, ok, on peut peut-être faire un tour, je sais pas moi, peut-être sur le support précédent. Le support précédent qui était où? Qui était ici. Là. Du coup, je le mets en vert, hein. Mais si on y revient, bon, bah, c'est vrai que ça peut encore me permettre de diminuer mon prix d'achat. Et du coup, bah, mon prix d'achat qui était à 1,40, on avait dit qu'on était environ à 1,40 si je me souviens bien, bah, peut descendre peut-être à 1,15. Ok? Et là, donc la plus-value est encore plus intéressante par la suite. Et si le prix reste ici très longtemps, bah, je peux continuer de faire mon DCA pour peu à peu voir mon prix moyen d'achat baisser pour rejoindre le prix actuel le plus bas pour me dire ok, bah, je suis passé d'un prix moyen d'achat à 2 dollars à environ 78 centimes. J'ai programmé de base ce que je comptais mettre parce que c'est pas. J'avais prévu par exemple 1000 euros et au final je me retrouve avec 4000 euros d'investis, je suis en dehors de mon risque, etc. Non, c'est pour ça qu'un DCA ça se fait patiemment. Il faut prévoir aussi combien on est prêt à investir avant de le commencer. Bon là, petite parenthèse fermée. Maintenant, on va rentrer dans l'analyse technique. Alors,
quand je vous dis que les creux, enfin le volume profile c'est important, pourquoi? Parce qu'en fait le volume profile vous indique les zones de prix où on a traité beaucoup de volume. Donc là où il y a beaucoup d'acheteurs, par exemple, il y a beaucoup d'investisseurs qui étaient positionnés, et là où il y en a un petit peu moins. Par exemple, on voit que ici c'est une grosse zone et que là on a beaucoup d'échanges, beaucoup d'achats et de ventes. Donc on sait que c'est une zone qui est beaucoup traitée par le marché et que cette zone, quand on va la repasser, bon bah on pourra se dire que ok, il y a un possible rallye haussier qui peut se mettre en place. Il faudrait passer le haut de la zone ici. Par contre, tant qu'on n'est toujours pas sorti de ce bordel là, c'est pour ça que je vous dis que le volume profile est très important. Tant qu'on n'est toujours pas sorti de ça, bah, le marché est range. Et là, c'est actuellement ce qu'il est en train de faire. Donc déjà, on sait que tant qu'on ne repasse pas les 1,20 environ, il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement haussier, il n'y a rien du tout. Mana, il va continuer de ranger. Donc c'est pour ça que là, actuellement, sur Mana, il n'y a pas le feu au lac. Oui, les prix sont bien, mais les prix peuvent rester bien pendant très très longtemps. Et donc là, en tant que signal haussier, pour l'instant, il n'y a rien. Du coup, sur Mana, pour voir un petit rallye se mettre en place, il faudrait s'affranchir de cette zone. Ok, pour quitter ce gros, cette grosse zone où on a beaucoup de volume. Bon. Ensuite, ce qu'il faudrait bien évidemment, c'est des structures type W weekly, comme ici on pourrait avoir. Si ça se forme, ok, on casse la zone qu'on a identifiée. Oups, on casse la zone identifiée. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle une structure de retournement qui refait passer le marché dans ce qu'on appelle du creux et du sommet ascendant. Pour faire simple, un marché, ça se comporte généralement de cette manière en tendance. Creux, sommet descendant dans un marché baissier et creux, sommet ascendant dans un marché haussier. Vous voyez ce que je viens de tracer ici quand j'ai fait mon schéma? Un W. Parce que le W, c'est le premier élément pour repasser dans une tendance haussière. Parce que le W est composé de un creux descendant, un sommet descendant, un creux ascendant et un sommet ascendant. Donc on quitte ce marché qui faisait ça, creux et sommet descendant. On le quitte ici lorsqu'on valide, on fait un sommet ascendant, donc un creux ascendant et un sommet ascendant. Et donc après, ce qui peut arriver, c'est ça. Par exemple, j'ai un marché ici qui baisse, j'ai mon creux, mon sommet, ici, mon creux, j'ai mon W, et là, pam, gros mouvement haussier. Ok, c'est ça qu'on essaie de trouver. Je ne dis pas que Mana, lorsqu'il fera son W, va faire ça. Il y a peu de chances qu'il fasse ça d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment peu de chances. Mais au moins, il repartira dans un cycle haussier. Par exemple, si je prends le bottom de Mana, vous allez voir que la petite structure en W, on l'a eu. Ici, creux, sommet, creux, j'ai mon W, breakout, on repasse dans un cycle haussier. Ça, c'est ce qu'on attend. C'est simple et ça marche beaucoup. Pas à tous les coups, mais ça marche très bien. Plus on se rapproche de l'halving du Bitcoin était en mai 2020, vous voyez que le W s'est formé un petit peu après, bam, on est parti. Bah là, c'est la même chose. D'ailleurs, on n'oublie pas que l'halving du Bitcoin, le prochain, il est en mars 2024. Du coup, c'est pour vous dire que généralement, les cycles redeviennent haussiers autour de cet halving ou après. Donc vous voyez, encore ici, il y a de la marge, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer ça, puis il peut se passer ça, puis il peut se passer ça, et là, le bottom, donc là, le petit W, par exemple, on remonte, ok, on rechute, tac, hop, et là, on a un excellent signal ici, et encore mieux après l'halving ou à côté, enfin pendant, un nouveau signal. Et là, le mana qui redevient complètement haussier. Vous voyez, ça peut mettre du temps. Là, avant de retrouver un mana qui fait un nouvel ATH, c'est pour ça qu'il faut être patient. Les cycles crypto sont... faut vraiment être patient. Généralement, c'est 3 ans de transition, 1 an de cycle haussier. 3 ans, 4 ans de transition, 1 an de cycle haussier. Donc pendant 3 ans, 4 ans, on travaille ses investissements, on est patient pour récolter justement tous les bénéfices post-halving du Bitcoin généralement. Et là, du coup, sur le mana, actuellement, est-ce qu'on est en train de se retourner? Pour l'instant, non. Et le volume profile nous apprend que si on perd cette zone, qui est la dernière zone de support actuelle, la plus proche de nous, et on a un creux ici dans le volume profile. Les creux, très généralement, sont d'excellentes localisations pour de gros investisseurs pour pouvoir acheter à bon prix. Donc là, actuellement, il y a de grandes chances que si le support y cède, on vienne poser notre bottom, très probablement, dans cette zone de prix, donc jusqu'aux 26 centimes, entre 26 et 65 centimes. Donc ce qu'on attend, c'est tout simplement, le jour où on fait ça et que là on a le signal, là on a un bon signal d'investissement. Okay, je dis pas qu'on va y aller, je ne sais pas si on va y aller parce que techniquement, ce marché reste en range entre cette borne ici et cette borne. Donc bas du range, ça peut s'acheter pour un day trader, swing trader. Et pour un investisseur, ça peut aussi s'acheter en DCA, pourquoi pas, mais il faut accepter le fait que Mana puisse casser ici les 62 centimes pour aller combler ce creux ici, pour ensuite y développer notre bottom. Ok, si on voit ça, là, il y a de grandes chances qu'on puisse avoir le bottom. Également, ça c'est ce que je vois avec les élèves, et très rapidement, vous pouvez aussi regarder ce qui se passe un petit peu en logarithmique. Ok, et le logarithmique, ici, va vous apprendre à savoir si votre marché vraiment est en train de se retourner ou pas. Est-ce qu'on est proche d'un retournement? Ce qu'il faut faire, c'est simplement
tracer les trendlines. Donc simplement, je relie les points de contact en logarithmique. Et là, par exemple, on voit que tant qu'on est sous la trendline, ici, bah, mon marché n'est pas prêt de se retourner. Je vous prends n'importe quoi, hein. Je peux prendre des assets au cycle précédent. Et je vous montre, tant qu'on évoluait sous les trendlines, il n'y avait rien de haussier. Il faut vraiment attendre, généralement, qu'on casse de l'autre côté et qu'on ait les structures. Et là, vous avez un marché qui va redevenir haussier. Ok, donc là, vous voyez, par exemple, sur Mana, on est en train de suivre cette trendline baissière. Tant qu'on est dessous, le prix va faire ça. Il va suivre jusqu'à ce qu'il casse et qu'il s'installe de l'autre côté pour repasser dans quelque chose d'haussier. Donc là, par exemple, vous voyez, sur Mana, il n'y a vraiment pas le feu au lac. Ok, pour du DCA, c'est bien, mais quand je passe en logarithmique, je prends du recul et je me dis, ah ouais, quand même, mon prix, il était à 7 centimes en 2020, on est encore à 73 centimes. Le Mana, il peut être haussier à long terme et il peut très bien aller à, je sais pas, par exemple, 27 centimes. Qui nous dit que Mana, il va pas rentrer dans un schéma de marché comme ceci? Imaginons, ok? Peut-être un canal ascendant, comme ça, sur Mana, où on va trouver notre bottom peut-être à 52 centimes, et sur le long terme, on va suivre ce canal. Et on va pas chercher le haut du canal, hein. Peut-être on va juste chercher la midline. Si on va chercher le haut du canal, bon, ça fait environ 100, 120 $. Ça peut paraître beaucoup. Après, c'est que Mana a vraiment explosé, que le métaverse a vraiment explosé. Sait-on jamais. Mais voilà, c'est des petites idées que je vous donne, ou peut-être qu'on va carrément faire un canal comme ça, ok, comme ceci. Donc le bottom, il va être, je sais pas moi, à 20 centimes. Et voilà, ça va être le canal long terme. Et en gros, Mana, il va se comporter comme ça. Tac, 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 tac. Et puis on va revenir chercher le haut du canal pour 2024-2025 à 35, 40 $, sait-on jamais. Donc investissement bas de canal, grosse plus-value, haut de canal. Par exemple, c'est le Bitcoin actuellement est dans ce genre de canal. Si je vous montre ça rapidement, très rapidement, je ne fais pas une analyse Bitcoin, c'est juste pour vous montrer que Bitcoin, depuis très très longtemps, évolue dans ce type de canal. Et là, par exemple, sur Bitcoin, on est tout à fait sur le bas du canal. Mais voilà, Bitcoin, vous voyez que bas de canal ici, haut de canal, haut de canal. On voit qu'à ce cycle-là, on n'a pas réussi, pas réussi à revenir tester le haut du canal. Et là, vous voyez, on est parfaitement sur le bas du canal. Peut-être que Bitcoin va poser son bottom ici en bas de canal. Si ça cède, il y a d'autres canaux qui peuvent se former. Rapidement, pour vous montrer aussi, on peut former ce genre ici de canaux. Pourquoi pas? Tac, tac. Là, je retrace. Et voilà. Simplement un nouveau canal. Contact haut, contact haut, contact bas, contact bas. Peut-être que ce sera un petit peu plus bas. Et que du coup, le Bitcoin suivra maintenant cette évolution. Et du coup, c'est ce qui ferait que pour 2024-2025, on soit sur un top vers les 250, 300 000 $, grand maximum. Ok, nouveau canal ascendant. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Je reviens sur Mana. Donc pour l'instant, même en échelle mensuelle, par exemple, je vois aucun signe haussier ici. Pour l'instant. Il n'y a rien de haussier pour l'instant. Donc, DCA, pour moi en tout cas, pour un investisseur qui fait du DCA, c'est un oui, puisque les prix sont bons et le DCA, comme j'ai expliqué, il faut savoir le faire en plusieurs fois. Donc, je ne n'investis pas tout là, bien évidemment. Il faut que je sois prêt en fait à tac, tac, s'il le faut, à pouvoir acheter pour que mon prix moyen d'achat puisse vraiment baisser, pour faire une plus-value intéressante par la suite. Et aussi également, pour quelqu'un qui va se dire ok, est-ce que mon marché se retourne, est-ce que j'ai des informations qui me disent que mon marché se retourne? Est-ce qu'on est au-dessus de la trendline? Non, on est sous la trendline. Ok, donc déjà ça c'est un élément baissier. Ensuite, là le petit nuage, que je vais appeler ça le nuage MA13, MA30 que j'utilise, est-ce qu'il est vert? Non, il est rouge. Donc ça pareil, c'est un élément baissier. Et mon marché se comporte comment? Ma dynamique, elle est comment? Elle est haussière ou baissière? Depuis plusieurs mois maintenant, elle est baissière. Donc pour un investisseur ici, est-ce que j'ai quelconque signal qui me donne le go, qui me dit allez tonton, vas-y c'est bon, on investit? Pour l'instant, non. Ok? Pourquoi? Parce que le billet est rouge, on est sous la trendline et mon marché se comporte comment? Sommet, creux, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant. Et là, on attend de voir justement si on va faire creux ascendant et sommet ascendant. Si on a ça, ok, on peut repasser dans quelque chose de plus haussier. Par contre, si on fait ça, c'est qu'on est toujours baissier. Donc à ce moment-là, l'investisseur qui a mon profil n'a rien à faire sur Mana. Par contre, celui qui fait du DCA, bien évidemment, vu les prix intéressants, je repasse en linéaire. Là, à ce moment-là, oui, là on a peut-être quelque chose d'intéressant sur Mana. Et je compare souvent Ethereum, parce que Ethereum, c'est pour moi son cycle est très intéressant et les alts ont l'air de faire le cycle d'Ether il y a quelques mois. Ou par exemple, sur Mana, on est peut-être ici. Je vais pareil vous faire Bars Pattern,
Et je vais vous copier un petit peu, ça je l'avais fait pour Solana dans la précédente analyse. Je vais faire Bars Pattern ici, tac tac tac, on vient tout copier, ok, je copie, je reviens sur Mana et je clone. Vous allez voir que c'est très similaire. Pourquoi? Parce que vraiment on a deux assets qui se sont comportés de la même manière. C'est-à-dire que j'ai un marché, que je vais vous montrer, donc hop, je vais le mettre à droite. Vous avez ici du coup l'Ethereum à votre droite. Donc l'Ethereum de 2000, c'était quand ça? C'était de 2015 jusqu'à 2017 au top, début 2018 jusqu'à après 2021 environ. Et donc, on a la phase plate, on a la phase plate, on a la phase de pump, on a la phase de pump, on a la phase de W, on a la phase de W de réaccumulation et la grosse phase d'explosion. Et la grosse phase d'explosion. Pareil, on a un premier dump, on a un premier dump, un rebond, un premier dump, un rebond, une chute. Et ici, on a un marché qui essaye de poser un bottom ici, proche des supports précédents. Donc, en gros, pour moi, si on suit vraiment Ethereum de 2018-2019, on est là sur Mana. C'est-à-dire qu'on est ici. On est proche du support précédent, on est proche du support précédent. On va aller probablement dessous pour chasser les acheteurs d'ici et pour ensuite former le bottom. Donc on est quelque part par là, on essaie de faire la structure, ça n'y arrive pas. On fait un range, on casse. On essaie de faire la structure, ça n'y arrive pas. On fait un range, on casse. Et on a le dernier mouvement baissier. Et donc après on a le dernier mouvement baissier, à voir où est-ce qu'il ira, pardon. Et ensuite, vous voyez que par exemple Ether, lui, il est venu casser le creux ici. Donc là, il faudrait se dire que on vienne en gros plus bas, si jamais on aille faire un petit tour sous les 37. Donc en gros que le bottom, il puisse se former comme ça. Tac. Venir chercher en fait dans le creux identifié, ici. Donc on avait vu tout simplement le creux, ici là, dans le volume profile. Je vais me remettre en linéaire pour bien vous remontrer, mais vous voyez ce gros creux ici. On y vienne qui s'étend jusqu'aux 26 centimes, donc plus bas qu'ici, et là peut-être vers le bottom. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais en tout cas si on fait un cycle similaire, vous voyez qu'on n'est pas encore parti, on repartit dans du to the moon. Après il y a toute cette phase où on pose un énorme bottom, donc là il faudrait s'attendre à peut-être tac tac tac, et là redevenir bullish. Donc en gros avoir tout ce bordel, et là redevenir bullish comme Ethereum pour pouvoir repumper. Ok? Encore une fois, ici c'est juste une comparaison de cycle. Peut-être que Mana va pas du tout faire ça, peut-être que le bottom il est sous nos yeux, il va se former. Mais il faut qu'il se forme. Peut-être qu'on est déjà dans la phase que je viens de vous montrer. Je vais recloner, mais peut-être qu'on est déjà passer en linéaire. Oups. Et peut-être qu'on est déjà ici sur Mana, vous voyez? Peut-être. Peut-être que c'est le cas, ou peut-être pas. Mais on veut le voir. Pour l'instant, c'est pas encore marqué. Donc vraiment, patience ici. Ok. Donc là, on a vu un petit peu tous les éléments d'analyse qu'on peut voir, et du coup, c'est pour ça que ça va aller plus vite sur les autres assets. C'est vraiment des éléments à surveiller. Mais pour l'instant, en tout cas, concernant Mana, il n'y a pas le feu au lac, je le répète encore une fois, il faut être patient. Si vous faites du DCA, continuez de le faire doucement mais sûrement. Mettez-vous dans un coin de votre tête qu'on peut continuer d'aller plus bas. Okay, et que si on va plus bas, c'est pas grave, le DCA, c'est le but, c'est de diminuer son prix moyen d'achat, et que ça ne sert à rien de FOMO à la moindre bougie verte, etc. Parce qu'il y a peu de chances que ce marché puisse repartir to the moon, nouvelle ATH, avant 2023-2024. Ensuite, GRT. Alors, GRT, on est quand même un peu plus avancé au niveau du cycle, j'ai l'impression. Bon, après, on est toujours baissier, bien évidemment. On regarde les volumes ici, on est toujours sur des volumes acheteurs qui sont décroissants, donc il n'y a pas trop de réveil du côté des acheteurs. William qui m'indique qu'on est toujours dans une tendance baissière très forte pour l'instant. Il y a juste le momentum qui m'indique une divergence haussière. Donc là, la divergence haussière, elle signifie que mon marché, il se met à chuter de moins en moins agressivement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus chuter, ça veut dire qu'en fait, il chute de moins en moins fort. On le voit ici, vous voyez par exemple, les mouvements baissiers sont moins forts. Vous voyez les traits là, si je les compare, ça c'est le dernier mouvement baissier, ça c'est le précédent, vous voyez que ça n'a rien à voir. Et ça c'est encore le précédent, bah vous voyez que ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus important. Ça veut juste dire ça, qu'on baisse, on continue de chuter, mais on chute moins fort qu'avant. Et le momentum traduit la force du mouvement, et là on est en train de nous dire que ok, on a une divergence haussière, donc le marché respire un petit peu, et que pour avoir un signal haussier sur GRT, il faut venir casser ici les 15 centimes, 16 centimes. Pourquoi? Parce que ça permettra
et vous allez vite le comprendre, de repasser dans ce qu'on appelle une dynamique haussière. Pour l'instant, on est baissier depuis tout ce temps. Sommet, creux, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant. Ici, on est juste venu chasser quelques petits stops, creux descendant. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à faire un sommet, un creux ascendant, un sommet ascendant pour, dans un premier temps, retracer. Pourquoi je dis retracer? Parce qu'on est encore très loin de l'halving et qu'il y a peu de chances qu'on reparte dans un to the moon. Du coup, ce qui pourrait être le plus probable, le plus plausible, c'est simplement ici, un W, un retracement, et puis après, un top qui se trouve, et que le bottom puisse être confirmé ici, mais qu'en gros, on soit dans de la consolidation jusqu'à l'halving du Bitcoin. Et là, ensuite, on est en cycle haussier. Un peu comme Ethereum, ce que je vous ai montré. On a eu une longue transition. Je vais recopier, enfin je vais recoller. Et un peu comme Ether, on a eu une longue transition. Ici, vous voyez. Là, je vais juste hop, le mettre à la même échelle, comme ceci. Tac. Si Ethereum veut bien coopérer. Voilà. Là, ils vont être à la même échelle. Vous voyez ici, on peut peut-être être là. En gros, dans cette phase ici. Encore le diminuer. Le coller au prix. Voilà. Peut-être qu'on est là. Et que, actuellement, je vais étendre le cycle. Voilà. Mais que du coup, on a encore tout ça à faire. Donc, ok, possiblement le W. Très bien. Ici. Donc, tac, 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 tac. La phase de pump, la phase de pump, la phase de transition, la phase de transition. Et puis là, le vrai marché aussi. Donc, vous voyez, ça peut mettre du temps avant de se produire. Et du coup, pour du DCA sur GRT, si vous croyez encore au projet, si vous pensez que c'est un bon projet, etc., pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? Pourquoi je dis pourquoi pas? Parce qu'on est sur les plus bas, donc en termes de prix, c'est vrai que c'est très intéressant. En termes de localisation, maintenant, c'est pas suffisant, puisque le billet ici, par exemple, est toujours rouge, on est toujours dans une dynamique baissière, on n'a pas encore la confirmation, les acheteurs ont toujours un volume décroissant, on est toujours dans une tendance baissière très forte, on a juste un élément de momentum. Donc GRT est un petit peu plus avancé que Mana, mais c'est pas encore trop ça. Et du coup, là, si on break out, si on fait la structure, je pense que, en effet, il pourrait avoir un retracement. Et du coup, on pourrait revenir chercher la précédente zone de rechargement de short du mouvement précédent. Donc, en gros, il y aurait la possibilité de revenir là-dedans. Entre 37 centimes et 44 centimes, donc ça ferait quand même un x3, voire un x4. C'est quand même une plus-value assez intéressante. Mais on garderait malheureusement et majoritairement la dynamique baissière. Donc, en gros, ça, et ensuite on verra si un retest d'ici peut permettre de poser un bottom, et si on est dans la transition, bah on est dans la transition pour ensuite reprendre un marché haussier. Donc GRT vraiment plus à surveiller que Mana en termes de chart. Maintenant il faut vraiment s'affranchir des 15 centimes, tant que ce n'est pas le cas, il n'y a rien du tout, et d'ailleurs mon bottom est ici, il faut que je le trace bien, hop, et il n'y a rien de plus, ok, il n'y a pas de signe, de signal haussier, il n'y a rien du tout. Donc il faut casser les 15,8, les 16 centimes, s'installer au-dessus, parce que si on fait juste ça et qu'on réintègre, c'est pas bon, ok. Faut casser, hop, s'installer au-dessus pour avoir un retracement, et là, pourquoi pas revenir dans cette zone. Est-ce qu'on sera de nouveau dans un cycle haussier to the moon? Enfin, pas to the moon, mais mon GRT, il va chercher de nouveaux ATH? Non, ok. Ça, c'est peu probable que très vite on fasse ça. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, 95% des altcoins sont corrélés au BTC, et le Bitcoin, son signal majeur, c'est son halving. C'est ce qui fait que le Bitcoin, généralement, passe d'un cycle de transition, donc d'un cycle baissier comme actuellement, à une transition, puis son halving approche, et là, il repasse dans un marché haussier. Les altcoins, c'est quasiment la même chose. Et du coup, vous voyez qu'on est encore très loin de mars 2024, c'est tout là-bas. Du coup, il peut se passer encore plein de choses d'ici là. Il peut se passer, comme je vous ai dit, transition, puis tac, 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 et là, ouais, on redevient vraiment haussier. Vous voyez, il y a du temps. C'est pour ça qu'il y a peu de chance. Il y a quelques petits assets au cycle précédent qui ont réussi à le faire. Le Link, etc. Donc, on a eu peut-être 2 ou 3 grands maximum qui ont réussi à se démarquer un petit peu. BNB, Link, et franchement, j'en vois pas d'autres à l'instant T. Il faudrait que je regarde un petit peu le cycle précédent. Donc, peut-être que GRT peut être une exception, mais j'en doute. Honnêtement, j'en doute. Après, c'est vrai que là, la structure qu'il peut dessiner peut être intéressante. Pour retracer, VeChain, c'est pareil. Et toutes les altes sont un petit peu dans ce cas-là. C'est-à-dire que on est toujours dans des cycles baissiers. Vous voyez, ici, le billet est rouge. William indique que tant qu'on est sous la partie verte, on est dans une tendance baissière très forte, ici.
Et on le voit, hein, depuis qu'on est dans cette partie, vous voyez, ça fait que chuter, ça chute, ça chute, ça chute. Hein. Ça veut dire que la tendance est très baissière et que les vendeurs contrôlent bien le mouvement. Au niveau du MACD, bon là, il y a quelque chose d'un petit peu plus technique, c'est ce qu'on appelle une contraction. C'est-à-dire qu'on est en train de m'indiquer que incessamment sous peu, je vais avoir la volatilité va revenir et je peux avoir un gros mouvement. Parce que mon momentum, il fait creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, mais pas ascendant ni descendant, on se contracte, comme un triangle en fait. Si je relis par exemple ici, on va voir qu'on est en train de faire ce qu'on appelle un triangle, et un triangle c'est quoi? C'est une contraction, ok? Et quand on casse la contraction, donc quand par exemple on quitte cet état de je me contracte mais je fais une vraie résolution, donc je casse par exemple vraiment et je fais un W ou un M, là j'ai généralement un momentum haussier, donc j'ai généralement un mouvement assez fort qui arrive. Exemple, le meilleur exemple c'est le Bitcoin. On prend le Bitcoin en 2017 jusqu'à 2020, il a fait ça, il a fait une énorme contraction, donc c'est-à-dire que tout ça c'était de la contraction. Au sein de la contraction, il y avait une contraction, ici encore, ok. Et du coup, là, et quand on a résolu ici, en juin 2020, et on a reconfirmé en août 2020, regardez-moi le gros mouvement aussi. Et là, la vraie confirmation, c'est quand on est venu casser ici, là, le plus haut, on est venu le casser en novembre 2020. Bon, bah là, regardez, novembre 2020, bam, grosse accélération, gros mouvement haussier, reprise de momentum haussier. VET, c'est en cours, ça peut durer comme ça très longtemps, tac, 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 jusqu'à ce qu'on ait la résolution, et là, on a un gros mouvement haussier. Bon, pour l'instant, non plus, pas de signe de momentum hyper haussier pour l'instant. Il n'y a pas ça encore, donc patience. Pareil, je trace une toute petite trendline, petite trendline, je relie simplement mes sommets descendants. On peut voir que, voilà, il n'y a pas le feu au lac non plus. Pour l'instant, je mets ça en rouge. Vous voyez qu'il y a encore du chemin. Idéalement, on peut peut-être encore chuter un petit peu, puis là, aller de l'autre côté, faire la structure et là, avoir un premier signal, puis la phase de transition, et puis là, la reprise d'un marché vraiment haussier et peut-être aller chercher de nouveaux ATH. Bon, déjà, on localise notre marché grâce à Fibonacci, on est où? Donc vous voyez ici, par exemple, le marché, il est resté plat pendant combien de temps? Vous devez être prêt à ce que le marché puisse faire ça, et il y a de grandes chances qu'on aille le faire, hein, ce truc, hein, de marché très plat. Vous voyez, on est resté très plat pendant 868 jours. Faut accepter le fait que le marché puisse faire ça, que les gros accumulent. En fait, plus c'est plat, plus on explose et plus après vous avez ce genre de mouvement. Donc vous voyez, la crypto, c'est 95% de patience et 5% de fun, et à ce moment-là, on prend les bénéfices sur la montée. Bah, si je clone ce qui a été fait précédemment, tac, soyez prêts à ce que on puisse assister à ça. Donc vous voyez, ça correspond à décembre 2024 pour après une remontée. Donc nous, on peut se dire qu'on est déjà dans cette phase. Donc là, je vais pas prendre depuis le début, on va prendre depuis ici. Par exemple, on est peut-être déjà ici, donc on retire un petit peu de marge, on est peut-être là. Mais vous voyez que si je vais clone ça et que je le mets là, ça nous reporte à août 2024. C'est un peu après la halving du Bitcoin. Et peut-être que ensuite, là, on aura ça. Parce que tous les cycles, c'est ça. Hein. Je vous montre toutes les charts des altcoins. Je peux vous assurer que toutes les alts, elles ressemblent à ça. Hein. On peut regarder Solana, on est très plat, on accélère. On peut regarder EGLD. Bon, lui, il a un faible historique, il a pété quand il est sorti, parce qu'il y avait beaucoup de hype. Mais on prend Cardano. Vous voyez, Cardano, très plat ici. Hein. On a dû attendre longtemps avant que ça explose. On prend Lend ici. Bon, pareil, avant, il s'appelait Lend. Du coup, on n'a pas tout l'historique, c'est dommage. UOS ici, la petite consolidation, petit W, le signal, on part. Mais pour des assets qui avaient déjà de l'historique, on a dû attendre assez longtemps. Est-ce que j'ai un autre asset qui a de l'historique? Bah, simplement, je vous prends... est-ce que VeChain, on avait de l'historique? Voilà, VeChain aussi, qu'on vient de voir. Historique là. Gros historique, du coup, grosse phase de transition. Il y a d'autres assets, faut que ça me revienne en tête. Bah, par exemple, XRP, vous prenez XRP lors de son précédent cycle. Là, il faut aller sur Poloniex pour les plus anciens. Mais regardez XRP, comment il est resté plat avant d'exploser. Vous voyez, de 2014 jusqu'à 2017. Je dis pas qu'on va faire pareil sur VET, hein, mais il faut savoir être patient et attendre ces phases longues et chiantes pour bénéficier de marché haussier. Donc là, il y a possiblement un an et demi, je dirais, de marché ennuyeux, peut-être sur VeChain. Ou alors on peut faire comme Bitcoin, c'est-à-dire retracer un petit peu, mais au final, la finalité c'est quoi? C'est toujours un marché qui ne refait pas de nouvelle ATH maintenant, qui va consolider pendant quelques mois avant de possiblement repartir dans quelque chose de plus haussier. Pour un investisseur DCA, c'est bien, ça laisse le temps d'épargner si on croit au projet de pouvoir investir pendant une période assez longue. Ici, imaginez pendant 735 jours, même plus, hein, on a la capacité d'investir à de très bons prix. Bah, ça c'est bien, ça fait qu'on a du temps pour investir, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Donc ici, maintenant, on revient au niveau de l'analyse technique. Est-ce que j'ai un quelconque signal? Non. Pour l'instant, pour avoir un bon signal haussier sur VeChain, il faudrait venir casser
environ les 3,38, enfin 3 centimes, voire 4 centimes de dollars pour avoir un premier signal qui pourrait permettre à mon marché de respirer un petit peu. Même chose que j'ai fait sur GRT juste avant. Je prends mon FIB et pour moi on aura un objectif premier en 4K sur des 4 centimes de revenir à 4 centimes et demi, donc environ, allez, on va dire 5 centimes. Et ensuite zone de rechargement de short vers les, on va dire les 8 centimes, 6 centimes. Ce serait là-dedans. Et encore une fois, est-ce qu'on serait de nouveau haussier? Non. On serait juste dans un marché qui a rebondi, comme on pouvait le faire précédemment, ici, ou là où on a rebondi, ici. Mais vous voyez, on n'est plus dans du to the moon, on est quand même bearish. Et donc là, ce sera plutôt une sorte de swing trading, mais pensez vraiment que vos investissements doivent se faire, je dirais, allez, 6 mois avant l'halving jusqu'à 6 mois après. Donc l'halving du Bitcoin, il est là. Donc on va essayer de choper de la structure pour essayer d'investir au meilleur moment et de se dire bon, on a de grandes chances d'avoir les bottoms avec nous. Il faut se dire que voilà, on va mettre un petit FIB time zone 6 mois avant. Donc hop, quelque part par là. Bon là mon FIB time zone c'est pas ça que je voulais mettre. Mais en gros pour faire simple, on va faire dat range ici. Si je peux retrouver l'outil. Dat range, tac, ici 6 mois avant. Ok, donc environ, allez, 170 jours, quelque chose comme ça. Et 6 mois après. Hop. Allez, 180, pareil. Donc ça ferait, on essaie de trouver les investissements d'ici septembre 2023 jusqu'à environ septembre 2024. Ça nous laisse une marge de 1 an. Septembre 2023, septembre 2024. Au milieu, il y a l'halving. Et après, bon, bah, ça peut peut-être décoller. Mais vous voyez que là, on est peut-être early. Peut-être que on va voir ça, puis hop, puis on va rechuter, puis là, hop, et puis là, un vrai bottom. Vous voyez, le bottom peut se développer autour de l'halving, tout simplement. Si on prend par exemple un EGLD, il s'est mis à exploser après l'halving du Bitcoin. Hein. L'halving du Bitcoin, c'était en mai 2020. EGLD, bon, bah, il a pris du temps. Octobre, novembre, après, il a explosé. Ou des assets qui étaient déjà là, par exemple Cardano. L'halving du Bitcoin, je vous le rappelle, mai 2020. Donc l'halving du Bitcoin, il était ici. Mais Cardano, il a explosé quand? Après, il s'est mis à partir quasiment 6 mois après. Vous voyez? Donc c'est pour ça que nous, c'est mars 2024. Peut-être que 6 mois après, ça va commencer à péter septembre, octobre 2024. Donc d'ici 2 ans. 2 ans, c'est rien pour un investisseur. Si demain, on me dit, écoute, t'investis 1000 euros et je te promets, entre guillemets, je t'assure qu'il y a une grande chance que tu fasses un x10 d'ici 2 ans, j'investis de suite. Le risque 1000 euros est pas énorme, x10 c'est énorme, très bon risk-reward, ok, je peux investir. Et les altcoins, c'est ça. Il faut savoir que c'est très cyclique et qu'il faut être très patient. Et du coup, ici sur VET, pour l'instant, je ne vois pas vraiment de vraie reprise de marché haussier. Ok? Il n'y a pas un marché qui est en train de se reprendre ici. Mais les prix sont bons, les prix peuvent rester intéressants très longtemps, et il faut bien comprendre ça. Je peux avoir des prix intéressants très longtemps, mais un marché qui ne fait rien pendant tout ce temps. Je vous dis pas qu'on va rester plat comme ça jusqu'en 2024. Il peut se passer plein de choses, mais le scénario to the moon avant 2024, on fait de nouveaux ATH, etc. J'y crois vraiment moyen. En tout cas, c'est pas dans le graphique, et en termes de cyclicité, c'est vrai que ça ressemble pas à ce que fait généralement le marché crypto. Ensuite, Casper. Alors, ici on revient, tac. Donc le problème de Casper, il y a un problème majeur pour Casper, c'est qu'il a une inflation qui est beaucoup trop importante. Je vais vous montrer un petit site, je vous recommande de le regarder de temps en temps, c'est charts.cointrader.pro. Vous mettez CSPR, 2 petits points, supply. Et vous prenez CoinMarketCap, la source. Et ça va vous montrer la création des Casper en fait. Et vous allez voir que Casper, il est trop inflationniste. Casper, il est trop inflationniste. C'est-à-dire que Casper, on prend septembre 2022, on prend septembre 2021, donc 1 an, et on regarde il y a eu combien d'inflation. Il y a eu 350% d'inflation, c'est énorme. 350% de création de Casper, c'est trop. C'est trop. Ce qui fait que Casper, tant qu'il aura une inflation aussi importante, il va difficilement pumper. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se passe la chose suivante. Je vais vous faire un petit truc, je vais vous comparer ça avec le Casper Market Cap. Tac. Régular ici. Et on le met sur sa propre échelle. Ok. Regardez la différence. Vous avez un asset qui a une inflation qui est juste énorme, ici. Ok. Et vous avez un asset qui voit son market cap fondre. Donc il se passe quoi? Bah, le prix en fait, il chute. Et vous allez même avoir une décorrélation entre le market cap et le prix. Ça s'explique à cause justement du supply qui est trop important. Casper Price, ici en dollars. Même schéma, je refais régular.
Je dois le remettre sur sa propre échelle. Ok. Donc, vous avez en bleu la création de tokens du Casper. Vous avez en orange ici le market cap du Casper. Et vous avez ici en bleu le prix du Casper en dollars. Et pourquoi le Casper chute beaucoup? Tout simplement parce qu'il a beaucoup trop d'inflation. C'est pour cela que le Casper chute énormément. Parce que déjà son market cap il baisse, mais parce que surtout aussi son supply il augmente trop. Il y a trop de création de Casper. Et tant que ça reste ainsi, Casper n'est probablement pas un investissement intéressant. Donc méfiance sur le Casper vis-à-vis de ça, la création de tokens. On peut avoir un retracement, il n'y a aucun problème. C'est un peu comme ce que je viens de vous expliquer sur GRT et VET, que si le petit W ici se forme, il y a des probabilités d'avoir un Casper qui va se reprendre. Il n'y a pas de problème. En plus de ça, si je prends le mouvement précédent, on est probablement de l'autre côté de la trendline ici. Donc si la structure se forme, ok, il y a possibilité d'avoir un retracement. Mais le retracement sera quand même probablement assez faible, dans le sens où déjà 0,382 c'est très bien, environ 10 centimes. Donc oui, c'est une plus-value intéressante. Hein. Si j'achète le signal à 4 centimes, 10 centimes, je fais un peu plus d'un fois 2, c'est très bien, on va pas cracher dans la soupe, loin de là. Ou une zone de rechargement de short du mouvement précédent, donc environ entre 7 centimes et demi et 9 centimes, donc ça fait quand même une plus-value assez intéressante, ok, avec un stop loss bien évidemment sous la structure pour se protéger, mais pour repartir dans du to the moon, pour l'instant non. Du coup, il faut regarder sur le projet Casper au niveau du white paper, l'inflation est expliquée, savoir un petit peu quand l'inflation va se réguler. Si c'est d'ici 2023-2024, super, il y a tout ce qu'il faut. On va se rapprocher de l'halving, l'inflation du Casper elle va se calmer, ce qui fait qu'après, il pourra reprendre de la valeur sans trop de problèmes. Mais demain, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas d'argent qui rentre dans le Casper, le prix fait que chuter. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inflation, on crée des tokens, donc on crée de l'offre qu'on peut vendre. Et c'est comme tout, hein. Plus une chose est moins rare, plus elle perd de sa valeur, tout simplement. Si un Casper coûte 3 centimes et qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, bah si on crée beaucoup de Casper, il y a des Casper à vendre, et du coup c'est ce qui fait que Casper perd de sa rareté, donc il perd de sa valeur. Ok, c'est tout simple, c'est comme ça que ça se passe. Et là du coup techniquement, ça peut être cool pour un retracement, mais maintenant il faudrait vraiment attendre que Casper, l'inflation se calme, et encore je vous le rappelle, on n'oublie pas la cyclicité qui est plutôt portée proche de l'halving du Bitcoin, qui est encore dans 1 an et demi. Donc il y a encore le temps. Et par exemple, pour quelqu'un qui fait du DCA, ok, doucement mais sûrement, poursuivre son DCA pour baisser son prix moyen d'achat, il n'y a pas de problème si celui-ci a bien été encadré, bien évidemment. Et du coup, Theta, et on finira par ICP. Alors, Theta, par exemple, vous voyez ici, je vous expliquais tout à l'heure, donc bon, Theta c'est pareil, en termes de localisation c'est très très bien, le gros du cycle baissier il est derrière nous, maintenant on va s'approcher probablement de la transition, bah Theta, le meilleur exemple aussi, regardez la transition. Avril 2019, on est resté plat jusqu'à où? Jusqu'environ mai 2020, et on a commencé à partir en décembre 2020. Vous voyez comment c'est long? Et là, on n'est que là. Hein. Donc il peut encore nous arriver tout ça, toute cette phase chiante qu'on doit reporter, qui nous ramènerait vers janvier 2024, proche de l'halving du Bitcoin, et possiblement après le début d'un cycle haussier. Donc faut être patient. Alors, du coup, ici, pareil, même exemple, je vais tracer ma petite trendline. Je peux même la tracer en logarithmique si vous voulez, ça va vous parler. Le logarithmique pour les trendlines, je trouve ça très très pertinent. Donc là, par exemple, on peut la tracer hop, comme ceci. Vous voyez, on est encore dessous. Là, franchement, on est dessous. Donc le temps de casser, vous voyez, ce serait après mars 2023 au prix actuel. Donc vous voyez, il y a du temps ici. Mais pour revenir sur Theta, on va tracer notre petit fib. Hop, comme ceci. Je prends mon bottom qui était là. Je prends mon top. On doit être probablement à 88,6 ou légèrement dessous. Voilà, on est légèrement dessous. Donc en termes de localisation, c'est très très bien. On a un marché qui a perdu plus de 90% de sa valeur. Donc c'est mieux d'acheter quand c'est un discount de moins 90 que quand le prix il est environ à 15$, bien évidemment. Et du coup, ici, on observe plusieurs choses. Bon, je peux tracer une petite trendline court terme ici. Hop, qui bloque les prix. On voit qu'on a breaké. Ok, très bien. Mais regardez, on a eu le petit W weekly. Mais ce que je vous disais, c'est qu'il ne faut surtout pas idéalement réintégrer. Là, on a réintégré, on a une pattern de retournement baissière. Et ça, je le voyais avec les élèves à l'époque, et on avait fait une mise en garde là-dessus, justement, sur Theta, quand on avait vu que la pattern de retournement baissière se formait après le breakout, c'était un non. Et surtout, vous venez aussi en daily, après un breakout, comme ça, on n'est pas censé voir du M. Un marché qui post-breakout fait du M comme ça, c'est pas du tout bon. On n'est pas censé voir des M, on est censé continuer de voir des W qui montrent qu'après le breakout, on est fort et on continue de monter. Si vous voyez ça, c'est non. On met une croix dessus, il y a de grandes chances de réintégrer dans le range, et vous voyez, on est déjà dans le bas du range. Donc très attention à ça. Même chose sur GRT et VET. Hein. Si il y a le breakout, surveillez bien, et même sur Casper, comment le prix va se comporter après.
Et du coup, réintégration, c'est ce qui fait que maintenant, le prix à casser pour avoir un nouveau signal haussier passe ici. Et tant qu'on ne casse pas ici les 1,71$, il n'y a pas de signal haussier sur le θ. Et du coup, c'est ce qui fait que le marché est dans un range, donc point bear ici et point bull ici, tout simplement. Ce qu'il faut, c'est casser le point bullish à 1,71 sans avoir cassé idéalement le point bearish à 0,95. Idéalement, le mieux, c'est de faire tac, tac. Et là, il y a un vrai signal haussier de retracement dans un premier temps. Donc pareil, même exercice, je prends mon précédent plus haut, je trace ma petite zone de rechargement de short et donc il y a de grandes chances que mon retracement puisse arriver entre 3$ et 3,80$. Donc ce qui fait au final une bonne plus-value aussi, hein, ça fait un bon petit x2. Très intéressant, qui permet de sécuriser l'investissement si j'ai investi. Par exemple, stratégie Shad, à x2, je vends la moitié, donc en gros, je récupère mon investissement et je garde mes θ. Et après, peut-être que je peux les réinvestir plus bas, ou juste je les garde et le reste, je vends beaucoup plus haut en cas de nouvel ATH dans plusieurs mois, plusieurs années, quand on aura un nouvel ATH, probablement dans plusieurs mois. Parce que vous avez vu, c'est long. Le marché reste plat très long, très très longtemps, très très longtemps. Ça, c'est pour θ. Par contre, si on casse plus bas, on peut regarder maintenant le volume profile. Okay, le volume profile, il va nous aider à identifier des zones de creux qui pourraient nous dire où est-ce que mon prix peut venir, par exemple. Donc là, on voit que par exemple, là, on a un creux ici. Donc, il y a de grandes chances que si on perd le plus bas ici vers les 93 centimes, qu'on aille chercher vers les 80 centimes le bas de la zone de creux. Ok. Donc par exemple, là, je vais vous montrer la puissance des creux, hein, mais on va revenir ici, au top du bull market. Et les creux dans le volume profile sont très généralement atteints en phase de bear market. Donc là, par exemple, là, je prends mon θ, regardez, vous voyez le creux ici. Là, le market cap, désolé. Le volume profile, il était en train de nous dire, il y a de grandes chances déjà de revenir au moins à 80 centimes jusqu'à 1,90$. Donc dans toute cette zone de prix, pour venir combler ce gros creux dans le volume profile. Bah, on replay. Mais vous voyez, c'est magique. Puisque quelques mois après, bon, on va jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ah, bizarrement, on consolide dans ce gros creux. Ok, ça c'est bien. Maintenant, il y a d'autres creux. Ok, il y a d'autres creux. Là, on a travaillé le creux que je vous ai montré à l'instant T. Le volume profile, il charge. Maintenant, il y a d'autres creux qu'on peut identifier comme ceci. Et là, je vais vous montrer les autres creux dans le volume profile qu'on peut avoir. Donc là, actuellement, il faut augmenter la précision du volume profile parce que sinon, c'est compliqué de les voir. Donc, double-clic dessus. Et là, je vais passer par exemple en 650 pour avoir plus de précision. Voilà. Et là, je vois que j'ai des creux. Je vois que j'ai un creux ici, entre là, 39 centimes et 62 centimes. Donc ça, c'est une zone que le marché peut revenir tester. Et en gros, bon, pour faire simple, tout mon creux, en vrai de vrai, il est ici, entre 77 et environ jusqu'à 26. C'est une zone que le marché peut revenir tester. J'ai aussi autre chose, c'est au niveau de l'imbalance, ça c'est des niveaux où le prix n'y est pas revenu, on peut retester. Donc là, en gros, il est en train de me dire que j'ai possibilité de revenir à 26 centimes, 34, et ça, cette zone pour moi a déjà été retestée, donc ici environ 36 et 27 centimes. Est-ce qu'on va y aller? Possiblement pas, je sais pas. Mais c'est des niveaux qui peuvent être intéressants à surveiller. Maintenant, c'est vrai que vous voyez ici, là, il y a ce gros trou. Donc ce serait bizarre quand même qu'on n'y aille pas. Donc si le support ne tient pas, il y a de grandes chances qu'on vienne consolider ici. Et si ça ne tient pas, on voit l'autre creux qui est où? Bah, qui est là, tout simplement. Entre 30 et 60. Donc si le bottom ne se fait pas ici, il y a de grandes chances qu'il puisse se faire là-bas et que donc on ait encore peut-être une marge de baisse de 65% à 40% pour le θ. Encore une fois, bien évidemment, pour quelqu'un qui fait du DCA, ça c'est une opportunité pour acheter. Et pour quelqu'un qui veut investir, bon bah si le signal haussier ne se montre pas ici, peut-être qu'il va se montrer là-bas. Et rappelez-vous, plus on est proche de la halving, mieux c'est. Donc si le marché peut faire ça et puis à l'approche de la halving nous faire ça, rappelez-vous mars 2024, là le signal que j'ai dessiné, il se ferait environ vers avril 2024, c'est super. Et là il y a de grandes chances qu'on puisse avoir le bottom et que derrière on puisse repasser dans un cycle haussier. Idéalement, vu qu'on a des phases quand même assez longues, ce serait qu'on casse maintenant et qu'après on soit hyper plat pendant tout ce temps et que là on ait le signal et que là on puisse repasser dans un marché haussier par la suite. Ok? Donc là pour l'instant sur θ, pour du DCA, je vous dis pas de ne pas investir, loin de là. Hein. Si vous faites du DCA, c'est pour vous, les localisations sont faites pour vous actuellement. Il faut juste être capable d'accepter que on puisse faire du DCA encore jusqu'à ces niveaux pour que le prix moyen d'achat puisse descendre, tout simplement.
Peut-être que le bottom il est sous nos yeux, mais s'il est sous nos yeux, va falloir voir quelque chose comme ça pour le confirmer. Et là, on aura probablement marqué notre bottom. Et donc, vous avez un signal d'investissement si la structure ici se forme, tout simplement. Ok. Précédent W, il est là. Le signal, il est donné ici. Regardez-moi cette belle structure, breakout, confirmé en septembre 2020. Nouveau W derrière, breakout, explosion. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Vraiment, l'investissement, c'est compliqué, mais en termes d'analyse technique, un marché qui est prêt à se retourner, ça se voit. Il commence à refaire creux et sommet ascendant. Là, c'est clairement pas le cas. Mais ça peut peut-être se former dans les prochaines semaines et prochains mois. Et du coup, pour finir, ici, le ICP. Alors lui, il n'a pas de bol parce qu'il a été lancé avec un market cap tellement élevé que ça a intéressé aucun investisseur. En fait, ça aussi, c'est un truc à surveiller quand vous achetez des ICO, par exemple, ou des projets qui sortent. Regardez bien les market cap. ICP, par exemple, on voit que son market cap, il était trop important. Ça, même moi, quand j'ai vu le truc sortir, je me suis dit hors de question d'investir là-dedans. Quand le truc il sort avec un market cap de même à l'époque, j'étais choqué parce que je regardais le market cap avec les élèves, je m'en rappelle très bien. Et je me disais, mais what the fuck, c'est quoi ça ICP? C'est du jour au lendemain, c'est venu, c'était dans le top 20, je crois, même peut-être au moins. 37 milliards de market cap, c'est énorme. Pour investir, c'est mort, c'est trop. Là, environ, on est à 1 milliard, vous voyez, donc là, ça redevient très intéressant en termes de market cap. Bon, ça reste assez élevé. Si ça pouvait chuter dans une tranche entre 300 et 800 millions de market cap, ce serait encore mieux. Parce que là, bon, au niveau de la plus-value, par la suite, si ça se reprend, ce serait très bien. Et du coup, bon, le projet est lancé, c'est une catastrophe. Techniquement, c'est très baissier, vous voyez, sommet, creux, descendant, ça fait que chuter. Là, vous voyez que ça commence à se calmer un petit peu. Vous allez voir au niveau du momentum. Bon, on a peu d'historique, du coup, là, il faut utiliser le RSI, parce que MACD demande trop d'historique ici. Vous allez voir au niveau du RSI, voilà, doucement mais sûrement. Bon, même le RSI, il n'a pas trop d'historique, mais on voit un momentum qui commence à se reprendre doucement mais sûrement. Bon, là, malheureusement, il n'y a pas assez d'historique. Peut-être si je diminue l'unité de temps ici en échelle 3 jours, sur MACD, on aura peut-être quelque chose. Voilà, vous voyez, les pentes baissières sont moins fortes qu'avant, donc on est sur un momentum qui commence à diverger. Et du coup, sur le RSI, je pense qu'on a aussi quelque chose d'intéressant. Non, il n'y a encore pas assez d'historique par contre pour le RSI pour voir quelque chose d'intéressant. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Le biais, ici, vous voyez qu'il est encore rouge. J'ai un autre biais, le biais instit, qui lui retourne sa veste plus rapidement, donne des signaux plus vite. Il est encore baissier. Donc il n'y a pas le feu au lac non plus à ce niveau-là. Ensuite, là, je prends mon prix. Ah, on voit que c'est comme Theta, Casper, etc. et qu'on pourrait avoir les structures. Donc techniquement, j'ai mon point bear ici à ne pas casser et j'ai mon point boule ici à casser pour me dire, ok, on peut passer dans une phase de retracement. Bon. Je prends mon précédent mouvement baissier, ok, qui pour moi est soit celui-là ou celui-là. Allez, on peut prendre celui-là. On trace la trendline. Ah, on est de l'autre côté de la trendline. Très bien. Je prends ce mouvement. Si jamais ICP il retrace, en premier objectif, j'ai le premier arrêt. Donc si on casse les 9,80$ qu'on fait la structure G, premier objectif, premier arrêt à 17,30$. Ensuite, j'ai retracement de moitié environ à 20$, donc ce qui fait un x2. Et j'ai aussi la zone de rechargement de short. Et c'est une zone qui risque d'être atteinte. Et du coup, je vous montre un petit peu le schéma de marché si la structure se fait. Si le bottom est maintenu ici, qu'on fait la structure, il y a de grandes chances qu'on puisse voir ça, qu'on aille ici, que là le marché se calme, et que là on retrace, et que là on passe dans la période de transition, où mon marché pourrait se retourner. Un peu comme un Ethereum où je vous ai montré, vous voyez la période de transition, et là après on est prêt à repartir. Un peu comme aussi, c'est vrai, Bitcoin 2015 qui a exactement fait ça. C'est important de le rappeler, qui avait un market cap beaucoup plus faible, donc il peut être comparé à des altcoins, tout simplement. Je vous montre un petit peu, mais vous voyez ici, la longue phase de transition du Bitcoin, donc ça chute, ça chute, ça chute, et la longue phase de transition, après on casse la base, ici, tac, et là on a le signal haussier, on avait notre range tout pareil, notre range, la cassure ici du range, signal haussier déclenché, retest, et là on repart dans un bull market. ICP par exemple, peut-être que on va être dans la même phase. Et de toute façon, un marché, c'est toujours pareil, c'est-à-dire tendance baissière, tendance, 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 transition, renouvelle tendance haussière. Il n'y a jamais, c'est très rare qu'on ait tendance baissière et d'un coup, bam, tendance haussière, on répète tout au nord. Non, il y a toujours cette phase de transition. On est peut-être dedans sur ICP à l'heure actuelle. Donc vous voyez, ça peut être encore long. Et quand on breakout, là, ok, on reprend doucement mais sûrement un cycle haussier, un marché haussier et un marché qui repart au nord. Bon, vous voyez, c'est important ici de casser ce niveau. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si on va sous 4,60$, vous allez me dire, oui, mais tonton, là, comment on fait pour targeter les prochains, enfin, les objectifs prochains? C'est très simple. Je prends ici mon FIB, je prends mon bottom, je prends mon top, et je vais afficher tout ce qui est sous 100%. Donc j'ai ici 1.13,
1.272, 1.44, 1.618 et 200%, c'est pas possible puisqu'on est sur des prix négatifs. Du coup, en 4 cas sur baissière, prochain objectif, pour moi, un 13, généralement je le mets de côté, je prends un 272 que je trouve très pertinent. Donc ce serait ici en prochain objectif, environ 3,18$. Vous pouvez faire du décès à 3,18$ si on y revient, parce que c'est un objectif mathématique à venir chercher. Donc là, je mets en gros 1.272%. Oups, je vais y arriver. Ici, hop, 1.272%. Prochain objectif, 1,44. Donc là, c'est pareil. Hein. Hop, 1.44% de Fibonacci d'extension ici, 2,31$. Et le ratio doré que j'apprécie beaucoup, mais je ne sais pas si on ira si jamais on casse au sud. À ce moment-là, 1,39$, donc 161,8$, donc 1,618 ici. Donc en gros, c'est 161,8%. Hein. Ici. Ok? Tout simplement. Donc là, pareil, hein, je devrais mettre 14.4, etc., etc. Bon. On s'en fout un petit peu pour le coup. Enfin, 144.4 en réellement, etc., etc. Et donc ici, 127,2%. Ok. Et donc ça, c'est des objectifs en cas de cassure baissière. Donc des niveaux où je peux faire du DCA. Je mets un ordre ici, je mets un ordre ici, je mets un ordre ici. Si jamais je suis fil, bah c'est bien, mon prix moyen d'achat il descend. Et si ICP se relève un jour, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Je peux faire la même analyse si vous voulez sur le market cap si ça vous parle plus. Si vous dites non, mais $1 sur ICP, c'est abusé, c'est pas possible. On peut faire ça sur le market cap. Et vous voyez que ça, vous allez voir que bah, d'un coup, ça devient beaucoup plus réaliste. Donc là, je vais passer en candle, ici, même objectif, donc même travail. Je vais faire le même travail et je m'arrêterai ici sur ICP. Hop, je prends mes fibres. Donc là, je retire tous les fibres actuels. Hein. Donc tac, 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 ça, on s'en fout. Hop, hop, ça, on laisse. Et ça, on va laisser, on va customiser. Donc on avait vu ensemble un 13, 1.272, 1.44. Et on retire parce que 2, c'est pas possible. Et là, vous voyez que par exemple, ça revient, donc là environ on est à 1,6 milliard de market cap. Si on vient chercher un 13, on serait environ à 951 millions de market cap, donc on passerait sous le milliard. Ensuite à 1,272, on passerait à 767 millions de market cap. À 1,44, on passerait à 550 millions de market cap. Et à 1,618, on passerait à 320 millions de market cap. Est-ce que ce serait impossible? Non. Pourquoi? Parce que quand je fais CoinMarketCap, par exemple, je prends 320 millions de market cap. Alors, à l'heure actuelle, ça ferait un market cap qui est similaire au KNC, au One Inch, au Celo, au IFI, etc., etc. Donc, en gros, il aurait un market cap digne du top 100. Il resterait dans le top 100. Donc, je dis pas qu'on va aller chercher 320 millions de market cap pour ICP. Je dis juste que ça permet de relativiser, de se dire, ah oui, en fait, là, on voit pas juste un prix, mais on voit vraiment une capitalisation d'un asset et on se dit, bon, bah, si on va par exemple ici à un 272, bah, c'est 760 millions de market cap. Ok. Ici par exemple un jour ICP, il fait pas de nouvel ATH. Hein. Si par exemple le projet ne mérite pas de faire un nouvel ATH, mais il revient par exemple chercher, je sais pas moi, environ ses plus hauts précédents, donc vers 10 milliards de market cap. Bon bah c'est une plus-value intéressante. Si j'en achète vers les 550 millions de market cap, si on revient chercher 10 milliards, ça me fait un plus de 1200%. C'est énorme. Maintenant, honnêtement, je sais pas, j'ai plus suivi le projet d'ICP, je sais pas s'il est mort, si vraiment c'est révolutionnaire, si les devs travaillent encore dessus, faudrait vraiment que je me renseigne. Mais en tout cas, c'est sûr que si je me renseigne sur le projet, que je le trouve intéressant et que je me dis que les gens sont déprimés dessus alors que potentiellement le potentiel est gros, investir dedans, s'il me fait une petite structure là ou là-bas, il n'y a aucun problème. Parce qu'acheter un truc qui a un gros potentiel à 845 millions de market cap, et si par exemple j'estime qu'en fait il est très sous-évalué et qu'il a une place entre 10 et 20 milliards, bah là je me dis que la plus-value elle est juste énorme. Elle est très intéressante. Ok, se trouve peut-être plus, j'en sais rien. C'est un peu comme Solana à l'heure actuelle. On peut se dire que Solana, on peut estimer soit qu'il est encore surévalué, soit sous-évalué. Mais par exemple Solana, son market cap à l'heure actuelle c'est 12 milliards si je dis pas de conneries. Je crois que c'est 12 milliards à vérifier. Parce que là il y a beaucoup de chiffres. Et c'est un peu trop petit, donc je vais aller voir sur CoinMarketCap. Voilà, c'est 12 milliards. On peut se dire peut-être c'est encore surévalué parce que Solana, faut se dire que à l'époque où Sam, hein, le PDG d'FTX, il en achetait à 2$, il en achetait quelque part par là. À environ 627 millions de market cap, si je dis pas de conneries. Ou peut-être moins encore. On va aller voir ça directement ici, parce que la data est mieux. Enfin, c'est plus visible. On était, oui, voilà, à 60 millions, pardon, à 60 millions.
de market cap. Donc on est passé de 60 millions à 12 milliards. Donc c'est ce qui peut nous amener à penser que ça reste encore peut-être surévalué. Vous voyez la différence, 12 milliards c'est tout là-haut, 60 millions c'est là-bas encore, hein. Vous voyez la différence? Donc ça se trouve que Solana, il va venir poser un bottom, je sais pas, et je finirai là-dessus, peut-être là à 2 milliards de market cap. Et que il est venu chercher 75 milliards, peut-être que les NFT ça va être incroyable au prochain cycle, et peut-être que Solana arrivera à monter à 300, 400 milliards de market cap. Peut-être, sait-on jamais. Et si c'est le cas à ce moment-là, ben, ça veut dire que si on le chope à environ 2-3 milliards de market cap, on fait quasiment un fois 150, fois 200, ce qui est énorme. Et c'est pas impossible. Pourquoi? Parce qu'il est quand même passé, si je prends ici juste la consolidation, hein, il a fait un plus 12 000, 13 000%, même plus, non pardon, 133 000% au niveau du market cap. C'est énorme. Après, je suis d'accord, il y a l'inflation, etc. Donc la plus-value en prix, en USD, c'est pas la même, mais on est quand même sur des chiffres énormes. Et si ici, il pose un bottom, je sais pas, à 2 milliards, et qu'il va chercher peut-être 200 milliards au prochain cycle, ça fait quand même une plus-value juste énorme. Donc je pense que Solana aussi, c'est des projets vraiment à surveiller. ICP, il faudrait vraiment que je me renseigne. Je vais me renseigner un petit peu, voir ce qu'il en est du projet, est-ce que les devs sont encore en train de travailler dessus. Et je m'arrête ici, promis. CoinMarketCal, un site que je vous recommande vraiment à utiliser souvent, qui va vous lister toutes les news à venir. Et là, donc là, je vais regarder sur ICP si on a des news à venir ou pas. Alors, il n'y a rien pour l'instant de prévu sur ICP. Par exemple, si je prends Solana, est-ce qu'on a une conférence, quelque chose à venir? On regarde. Voilà, Solana, il y a petite conférence Mainnet by Messari à New York le 21 septembre jusqu'au 23. Une autre ici le 27. Et puis, il y a aussi une conférence Token 2049 à Singapour le 29. Donc, il y a des conférences où on parlera de cet asset. À voir, bon, je pense pas que ça va faire bouger grand chose sur Solana par exemple, mais vous voyez, il y a des petites news qui peuvent arriver, ou si vous prenez des assets, il y a carrément des grosses mises à jour. Donc là, si vous écrivez ETH, normalement, il y a le merge ici qui est listé depuis très longtemps pour aujourd'hui, ou proche d'aujourd'hui, voilà, mainnet merge, 15 septembre, vous voyez, il y a des grosses news à venir. Bon, du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui, vraiment, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets en description, je le rappelle, le lien pour avoir, enfin les deux liens des précédentes newsletters si vous voulez les regarder, les analyses. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, je vous mets tous les liens en description en commentaire si vous voulez vous apprendre à former, à analyser les marchés comme je l'ai fait aujourd'hui, et aussi de façon plus poussée parce que là, je rentre pas dans tous les détails, c'est du contenu dédié à l'école. Et du coup, on se retrouve à une prochaine vidéo de newsletter ou un prochain brief ou au sein de l'école si vous êtes déjà élève. Bonne journée ou bonne soirée, ça dépend de quand est-ce que vous regarderez ce brief. Bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.